synthétique. Alors nous sommes également attachés à faire une analyse financière succincte des comptes administratifs 2019, même si nous concernant, nous n'étions pas encore dans le cercle de décision et nous n'avons donc pas participé au budget primitif. Ceci étant, l'exercice est intéressant car il permet de poser les bases avant le début de cette mandature 2020-2026. Alors pour éviter toute redondance avec la présentation faite par M. Nicole et avec mes collègues de l'opposition, et notamment M. Alvarez, qui a dit beaucoup de choses que je voulais dire, j'essaierai de prendre la parole en premier la prochaine fois. Donc nous nous sommes attachés à présenter une analyse sous forme de grands questionnements suivant les différentes thématiques. Donc c'est une approche originale qui, je l'espère, favorisera la compréhension. Alors, c'est ainsi que nous tenterons d'apporter des éléments de réponse et notre vision, et c'est là que s'instruit le débat, sur les questions suivantes. Alors la première, combien la collectivité dépense-t-elle? La deuxième, la collectivité dispose-t-elle de marge de manœuvre pour diminuer les dépenses de fonctionnement? La troisième, à combien s'élèvent les recettes et d'où proviennent-elles? La collectivité dispose-t-elle de marge de manœuvre fiscale? 5. Dans quelle mesure la commune peut-elle s'autofinancer? 6. À combien s'élève la dette et combien coûte-t-elle? 7. L'endettement est-il sous contrôle? Voilà les questions sur lesquelles nous avons tenté d'apporter notre éclairage. Alors, combien la collectivité dépense-t-elle? Alors, il y a 82% des dépenses totales qui sont des dépenses de fonctionnement, on l'a dit. Ces dernières ont augmenté de 2,47%. C'est plus que ce que stipule le contrat de Cahors, même si le Bouscat est de mon point de vue hors scope, car la ville n'a pas 60 millions de budget. Pour rappel, le pacte de Cahors, c'est un pacte financier qui vise à réduire le déficit public. Les collectivités locales doivent ainsi limiter la hausse des coûts de fonctionnement à 1,2%. Donc le Bouscat est donc au-delà, mais je considère en effet tout de même que la hausse est raisonnable et contenue à 2,47%. Ainsi, le ratio des dépenses réelles de fonctionnement sur le nombre d'habitants, alors vous m'excusez si je n'ai pas exactement les mêmes chiffres, mais j'ai pris des arrondis, mais ce qui est important, c'est l'ordre d'idée. Le ratio s'établit à 1137 € en 2019 contre 1160 en 2018 et pour une moyenne des villes de même strate à 1240 €. La hausse des dépenses de fonctionnement s'explique bien sûr par la hausse des charges de personnel, et on l'a dit, via l'entrée en vigueur du RIFSEL. Le poids des charges de personnel s'établit à 54%, pour une moyenne de la strate, on l'a dit, à 50%. On note toutefois, nous avons quand même remarqué avec mon groupe, une hausse des cotisations versées FNAL, le Fonds national d'aide au logement, et des allocations de chômage versées directement. Concernant... Pardon, vous ne m'entendez pas bien? Si? Ça va. D'accord, merci. Mieux, d'accord. Concernant la baisse des charges à caractère général, donc elle a été anticipée en effet au budget initial, on y observe, outre les explications déjà données, une baisse significative sur le poste eau et assainissement, ou encore énergie et électricité, et qui est essentiellement grâce aux économies réalisées sur la piscine, qui, on le sait, est énergivore dans ce domaine. Je ne reviens pas sur la hausse du chapitre 65 suite à la nouvelle stratégie concernant la fin des crédits non utiles du CCS, qui produit un retour à la normale équivalent à 2015. Donc, ce qui m'amène à la deuxième question, la collectivité dispose-t-elle de marge de manœuvre pour diminuer les dépenses de fonctionnement? Donc, ce qui m'amène à la deuxième question, la collectivité dispose-t-elle de marge de manœuvre pour diminuer les dépenses de fonctionnement? Alors, je me suis amusé à calculer le taux de rigidité des charges de structure, le ratio des dépenses de personnel et intérêts de la dette, sur les dépenses réelles de fonctionnement. Et on obtient 55%, donc qui est plutôt flat par rapport à 2018. On est donc à 10 points en dessous du seuil d'alerte. Mais, je vois en effet qu'il y a des marges de manœuvre encore sur les dépenses à caractère général. Je pense à des économies sur le transport collectif des écoliers que nous avons évoquées lors du dernier conseil municipal, et auquel je souscris, vous vous en doutez, puisque nous avions fait état dans notre programme pendant la campagne de ceci.
ou encore le poste cérémonie, dont le montant a beaucoup augmenté entre 2009 et 2018. Et dans une moindre mesure, les frais d'affranchissement, même si je sais que le process de dématérialisation est déjà bien enclenché. Alors un petit mot sur l'année 2020, même si ce n'est pas le sujet du soir, où l'on va devoir faire montre de réelles capacités d'adaptation pour justement réduire certaines dépenses qui, compte tenu du contexte économique et social, voilà, ça va s'annoncer compliqué, il faut peut-être en favoriser d'autres. Alors, autre point, d'où proviennent les recettes et à combien s'élèvent-elles? Alors, les recettes proviennent pour plus de 70% des impôts et taxes. On le sait, les taux sont stables depuis longtemps au Bouscat, avec, rapidement, la taxe d'habitation à 21,18, la taxe foncière sur le bâti à 27,92 et une taxe foncière sur le non-bâti à 61,87. Donc on l'a évoqué en réunion préparatoire, la charge fiscale est assez élevée au Bouscat pour les habitants puisque la base locale calculée par l'administration fiscale est élevée et on considère que c'est compte tenu du cadre de vie. En effet, plus 1,82%, je vais y arriver, en 2019. Alors, sur cet état de fait, la hausse des taux d'intérêt est inenvisageable. La marge de manœuvre concernant une augmentation des recettes fiscales est donc très faible, si ce n'est par la tentation d'une croissance de la population. On le sait tous, la densité au Bouscat est particulièrement forte et l'impérieuse nécessité d'apporter des espaces verts limite cette capacité. Voilà pour le constat. Et donc du coup, nous disons que nous avons hâte de travailler ensemble à des solutions dans ce domaine dans les prochains budgets. Un mot sur la taxe d'habitation, plus exactement la suppression de cette taxe et l'inquiétude que cela peut susciter sur le budget des communes. Alors, vous connaissez tous mon accointance politique. Il ne va pas vous surprendre que je suis totalement favorable, puisque nous parlons là d'une suppression d'un impôt très variable selon les territoires et qui pèse particulièrement sur la classe moyenne. Je me réjouis donc que cela profite au pouvoir d'achat des Français pour un gain moyen estimé à 723 € par foyer, ce qui n'est pas rien. Alors, je sais bien que le sujet d'inquiétude concerne la compensation individuelle qui se fera sur le transfert de la part de la taxe foncière sur la propriété bâtie perçue par le département. Or, comment peut se faire en effet cette compensation intégrale sur la base d'un impôt qui ne sera plus calculé? Alors l'État, je crois, s'est engagé à une compensation intégrale avec l'instauration d'un coefficient correcteur. Alors, je comprends l'inquiétude, mais je fais confiance au gouvernement. Je serai comme vous quand même vigilant sur ce thème. On rediscutera. Un mot également sur la baisse de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, depuis maintenant 9 ans, et qui vient grever en effet nos finances de plus de 8 millions d'euros. Alors nous savons qu'est inscrite dans la loi de finances de 2020 une stabilité globale de la DGF qui est autour de 27 milliards. Il est vrai que cela ne présage en rien la stabilité pour notre commune, puisque celle-ci est perçue comme riche, entre guillemets, et je partage donc le sujet d'inquiétude. Je suis optimiste toutefois sur la capacité à gérer cet état de fait, comme cela est le cas depuis 2012, tout en arrivant à générer de l'excédent nécessaire pour financer nos investissements. Donc au final, à combien s'élèvent nos recettes? Notre produit des impositions directes sur la population est flat à 879 € par habitant, contre 690, on avait à peu près les mêmes chiffres, en moyenne pour la strate. Nos recettes réelles de fonctionnement par habitant évoluent à peu, à 1224 €, soit à peu près la moyenne de la strate. Et c'est là qu'on souligne justement cette baisse de la DGF. Le montant peu, puisqu'il est vrai que le montant de la DGF par habitant, il est faible. Alors moi j'avais calculé 96 € contre 231 en moyenne pour la strate. Alors, la collectivité, j'y ai déjà répondu, mais je vais y aller brièvement. La collectivité de marge de manœuvre fiscale. Alors, en préambule quand même, il serait intéressant de nous communiquer le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal. Car en effet, cet indicateur permet de comparer la mobilisation du levier fiscal par une collectivité au regard des autres collectivités de taille comparable.
ce qui est pour nous à peu près 98,3%. Donc il s'agit en fait de calculer le produit fiscal si on appliquait les taux moyens nationaux pour les impôts qu'on perçoit. Donc ça, nous aimerions avoir cette information. Et ceci étant, pour répondre à la question, je ne crois pas créer un émoi en déclarant que la marge de manœuvre fiscale au Bouscat, elle est limitée. Alors, dans quelle mesure la commune peut-elle s'autofinancer? Alors, l'épargne brute, qui représente les recettes réelles de fonctionnement les dépenses réelles de fonctionnement et plus ou moins le résultat exceptionnel, s'établit à 1282 K €, soit une baisse de 15% par rapport à 2018. L'épargne brute s'établit à 94 € par habitant, contre 118 en 2018 et 110 € en moyenne pour la strate. L'épargne nette atteint un niveau légèrement supérieur à 2017, à 846 €. Alors, si on calcule la part autofinancée des nouveaux équipements, qui correspond au ratio de l'épargne nette sur les dépenses réelles de fonctionnement, on tombe à 23%, contre 45% en 2018. Alors, est-ce inquiétant? Pas tant que ça, car en effet, c'est pas vraiment une dérive de gestion, mais c'est vraiment le marqueur direct de la baisse de la DGF. Alors, à combien s'élève la dette et combien coûte-t-elle? Alors, la dette, on l'a vu, c'est 10 785 000 €, en hausse de 564 000 €, mais relativement stable sur la mandature. Alors, j'ose le dire, la structure financière de la commune est plutôt saine, avec un taux de capitalisation, alors je ne sais pas si ça se calcule en comptabilité publique, à plus de 90%, ça aiguiserait l'appétit de plein d'amis banquiers que je connais. Alors, comme mes collègues de l'opposition l'ont remarqué, cette dette contenue souligne une certaine frilosité à investir, alors que les taux d'intérêt étaient plutôt incitatifs sur la période. Ceci étant, et je vais peut-être vous surprendre, je ne vous en blâme pas, en tout cas pas trop. En effet, alors que l'on se dirige, j'y reviens encore une fois, sur une crise économique et sociale importante, il vaut mieux affronter cette crise avec les reins solides, ce qui est le cas de la ville du Bouscat. Par contre, il faut avancer sur les investissements annoncés, et plus tard, je suis totalement en phase avec mes collègues de l'opposition. Ensuite, l'endettement est-il sous contrôle? Oui. Alors, je me suis amusé à calculer le ratio en cours de la dette sur recettes réelles de fonctionnement. Vous l'avez compris, j'adore les calculs et je m'amuse beaucoup à faire ça. C'est un bon ratio, hein, vous avez raison. C'est un bon ratio. Et justement, je l'ai fait car il n'était pas proposé dans le PowerPoint et je vous invite à le faire pour la prochaine fois. C'est un ratio très intéressant. Alors, pour 2019, on tombe à 37%. C'est plutôt 2 points de plus par rapport à 2018. Donc la ville n'est pas endettée par rapport à ses revenus. Le seuil d'alerte à titre d'information, ça je le dis pour la salle, il se situe à 121%. Donc on en est très très loin. L'encours de la dette par habitant s'élève, ça on l'a vu, à 445 € pour une de la strate qui est 2 fois supérieure, plus de 2 fois supérieure d'ailleurs. La capacité de désendettement qui correspond à l'encours de la dette sur l'épargne brute est inférieure à 5 ans, alors que l'on peut considérer que c'est satisfaisant si c'est inférieur à 8 ans. Alors, que doit-on en conclure? Alors, nous avons une structure financière solide et disposons là d'un levier pour investir. Ou tout du moins, réaliser les investissements annoncés et essayer d'éviter les glissements sur l'autre, ce que je pense qui est attendu par la population. Alors, j'ai bientôt terminé. Pour cette année 2019, nous avons financé nos dépenses, 3,7 nos dépenses d'investissement, 3,7 millions d'euros de pension, on l'a vu, 600 000, un emprunt à taux préférentiel
de 2 millions d'euros et de l'autofinancement 1,1 million. Pour ma part, je considère qu'un autofinancement de 30% est plutôt bon. L'objectif visé de 40%, ce n'est pas forcément un objectif prioritaire. Alors, qu'avons-nous fait comme investissement sur l'année? Les premiers postes, donc, en effet, sont l'enfouissement des réseaux et les travaux d'entretien des bâtiments communaux, qui sont des recurring depuis des années et que l'on retrouvera les prochaines années. Alors, vous le savez, l'enfouissement des réseaux j'y souscrit également, puisque je l'avais évoqué durant la campagne. J'estime d'ailleurs que cela contribue grandement à l'embellissement de la ville, mais surtout que cela facilite l'accès sur les trottoirs, car les poteaux sont très volumineux, et aussi que cela est dangereux si on considère que les tempêtes qu'on peut connaître sont de plus en plus impressionnantes et violentes. Alors, il nous serait, c'est d'ailleurs une demande que je vous adresse ce soir, utile d'avoir le taux d'achievement global sur la ville du Bouscat pour évaluer justement le reste à faire sur cet enfouissement, ainsi peut-être qu'une carte des réseaux déjà enfouis. Ça permettrait d'avoir une vision nette et précise pour faire un état des lieux. Enfin, et j'en terminerai par là, vous avez eu, monsieur le maire, la transparence en effet de souligner durant la réunion préparatoire le faible taux de réalisation des dépenses d'équipement, à 37%, en effet 66% si on intègre les crédits reportés, mais je ne vais pas revenir sur l'explication de monsieur Alvarez que je partage. Finalement, c'est l'indicateur le plus préoccupant des comptes 2019. Alors j'imagine, nous avons entendu les explications sur le report pour la salle Jean Martial, par exemple, mais il faut vraiment accorder une grande vigilance à ce point, car aujourd'hui, les familles qui arrivent sur notre territoire, et celles d'ailleurs qui sont déjà implantées, souhaitent ardemment pouvoir bénéficier des investissements annoncés et dans les temps indiqués. Merci.